Alors, je démarre. Je me présente rapidement, je vous dis pourquoi le Père Lubo m'a sollicité, et puis ensuite je vous dirai un peu la ligne conductrice de ce cycle de conférences, puisqu'il y a 5 conférences de carême. Donc je m'appelle Philippe-Henri Forget, j'ai 36 ans, j'ai 4 enfants, je travaille à l'ICES, et je suis en charge de la communication, du marketing, et puis entre autres j'accompagne aussi la vie étudiante et puis le cycle de conférences à l'ICES. C'est pas dans ce cadre-là que le Père Lubo m'a sollicité. Il se trouve que dans mes engagements personnels, j'anime, je fais partie des 3 personnes qui animent le conseil pastoral de Cézanne, donc c'est un conseil de l'évêque. Et dans le cadre de la réflexion sur les nouveaux doyennés, on m'a demandé d'animer un atelier et une réflexion liée aux évolutions de la société et aux conséquences que ça pouvait avoir sur voilà, les liens, la proximité et puis les enjeux des paroisses et les enjeux pour les chrétiens. Donc j'ai réalisé l'exercice que vous allez suivre là pendant plusieurs conférences. Alors, le principe de cette conférence sur les évolutions de la société, ça va? On entend ou pas? C'est surtout qu'on te voit, ça se cadre pas bien. Ah oui. On fait les réglages. Hein, c'est bizarre, c'est complètement décalé. C'est la première. T'es sûr que c'est pas ton téléphone? Bon, vas-y. Ok, j'y vais. Peut-être que vous me verrez complètement penché, je sais pas. Non, c'est un peu qu'on voit la moitié du visage. Ah, il y a la moitié du visage. Vous voulez que je recule un peu comme ça? Ok. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Donc à nous tous. Et pourquoi pendant le carême? Nous tous qui sommes un peu dépendants de nos téléphones, de nos écrans, et puis nous tous qui avons le commentaire facile en regardant l'actualité. Pourquoi pendant le carême? Puisque particulièrement cette année, la paroisse demande un effort un peu plus tourné autour de la 16. Et il semblait intéressant de prendre le sujet par rapport à la façon dont personnellement, on réagit par rapport à l'actualité, par comment on se situe nous-mêmes et comment on souhaite se réformer. Alors, je vous donne un ou deux petits exemples qui parlera certainement aux plus jeunes, mais on se surprend parfois à scroller sur notre téléphone, c'est-à-dire à être sur notre téléphone et à ne plus savoir pourquoi on est en train de le faire. Et on a vraiment le sentiment de gâcher son temps. Et en fait, il y a une explication très rationnelle à tout ça. Et donc, on va essayer de rentrer dans ce genre de sujet. C'est pareil, un sujet, on a toujours été dans l'un ou dans l'autre des camps sur les thèses dites complotistes. Parfois, on considère que nos amis sont soit des ignorants, soit des paranoïaques, et ils adhèrent à toutes sortes de théories. Et puis, de l'autre côté, on peut se retrouver dans la position de penser très facilement qu'on est bridé, qu'on est tout le temps soumis à une dictature, voilà, que les élites sont corrompues, etc., qu'on bafoue sans cesse nos libertés fondamentales. Donc on va réfléchir à toutes ces questions en se considérant voilà, comme chrétiens dans la société. Alors rassurez-vous, ce cycle de conférences n'est pas du tout conçu pour vous dire quoi penser. Mais c'est plutôt une réflexion chrétienne sur des vrais défis de notre époque, que notre époque nous donne comme chrétiens. Et puis ces problèmes, la crise du Covid, vous allez voir, les a fait vraiment ressortir depuis un an. C'est souvent en période de crise qu'on voit à la fois les qualités, les grandeurs d'un système et puis des personnes, et puis on voit aussi parfois les bassesses et les problématiques. Donc on va essayer de faire ressortir tout ça. Et cette réflexion, elle est vraiment là pour essayer de donner des clés de discernement, pour savoir comment se positionner chacun, et puis en tant que chrétien dans le monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'articulation est là où est le combat aujourd'hui, c'est dans la préservation de notre vie intérieure. Et ça suppose d'abord de se réformer soi-même, à la suite du Christ. Alors, 5 conférences,
avec une méthodologie. Aujourd'hui, ça va être un peu un tableau un peu sombre. Ça fait partie du scénario, puisqu'on va vraiment faire un état des lieux du siècle passé ou des 100 dernières années pour voir les mutations et la rapidité des mutations et ce à quoi ça aboutit. Donc ça va faire un peu catalogue aujourd'hui, mais c'est important de prendre tous ces sujets et de les mettre en perspective par rapport à l'Église aussi, comment se positionne par rapport à ces grands problèmes de société. Donc il n'est pas question de débat ou de programme, et c'est parfois très subjectif. Je l'ai fait avec ce que je suis, donc vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Je reçois tous ces commentaires. L'idée, c'est vraiment que ça nous interroge chacun. Donc j'espère que ça produira ses fruits. Aujourd'hui, on va parler des grandes évolutions depuis 100 ans, à la fois démographiques, géographiques, du point de vue éducatif aussi, les technologies évidemment, mais aussi la société, la composition de la société, donc un aspect un peu sociologique. On va voir aussi l'état de la France, l'état religieux de la France aujourd'hui. Et puis les deux derniers points, ce sera notre rapport aussi à l'alimentation, à l'agriculture et puis à la cause animale. Et le dernier, c'est notre rapport à ceux qui gouvernent la cité et la place de l'État dans nos vies. Voilà. La prochaine conférence, dimanche prochain, on verra un peu les grandes mutations, les glissements anthropologiques, ce que toutes ces mutations ont apporté sur la place de l'homme. Et puis, à partir de quoi une société se compose et quelles sont les matrices religieuses, politiques qui composent une société. Et on parlera de progrès. Puis la troisième conférence, c'est un peu le gros morceau de ce cycle de carême. On parlera de ce qu'on appelait autrefois la révolution numérique. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des conséquences cognitives. Et donc on parle un peu plus d'apocalypse cognitive sur l'impact que peuvent avoir les écrans, mais aussi les écrans, c'est qu'un médium, mais les informations, les idées, la façon dont ce marché fonctionne à l'échelle planétaire. La quatrième conférence, on commencera à apporter des sujets de réflexion et des réponses sur le rôle des chrétiens avec tout cet état des lieux dans la cité, et puis voilà, la question de notre liberté. Et puis la dernière conférence, la cinquième conférence de carême, le 21 mars, on finira avec Thomas Héret qui a donné le cycle de conférences l'année dernière sur la nécessité de recréer la fraternité. Et donc on parlera évidemment du message du pape François et de Fratelli Tutti. Alors, je rentre dans le sujet. Je vais mettre ma montre pour surveiller le timing, mais Père Lubo me fait des signes si... voilà, le danger c'est de casser les scores. Alors, on va vraiment parler de réalité aujourd'hui. Et vous n'hésitez pas à me couper si ça vous interroge ou si vous ne comprenez pas. On peut considérer, ou en tout cas il est raisonnable de penser aujourd'hui qu'on vit quand même dans une époque plutôt prospère, en tout cas en France, avec une paix fragile. C'est-à-dire que les pauvretés se sont un peu déplacées, mais aujourd'hui, on va dire très peu de personnes en France meurent véritablement de faim. On meurt pour d'autres choses, d'autres formes de misère. Ça, il en existe des tas. Mais on vit dans une époque où, du point de vue matériel, la qualité de vie s'est nettement améliorée. Je disais qu'on vivait une période de paix. Comparé aux grands événements du XXe siècle, on peut aussi penser ça. Et pourtant, on a le sentiment que notre époque est en crise. Alors, est-ce qu'elle l'est vraiment ? On va faire ce petit voyage, une photographie de la France de février 2021. Alors, aujourd'hui, on parle de moins en moins pour voir la santé d'un pays. On a un peu nuancé le fait de uniquement prendre le PIB, c'est-à-dire uniquement la richesse matérielle, mais il y a d'autres facteurs. Des nouveaux indicateurs de prospérité qui intègrent la dimension sociale, environnementale. Ça, c'est depuis 2015. Il y a le taux d'emploi, il y a l'innovation et la recherche dans un pays, le taux d'endettement, l'espérance de vie,
la satisfaction dans la vie. Après, ça pose des questions, mais voilà, il y a aussi la question du bonheur. Voilà. Les inégalités de revenus, la pauvreté en conditions de vie, les sorties précoces du système scolaire, l'empreinte carbone, et puis tout ce qui est artificialisation des sols. Voilà. Donc c'est lié aussi, la dimension environnementale est très importante. Nous, on va attaquer par un état des lieux un peu démographique de la France d'aujourd'hui. Le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est qu'il y a une fracture qu'on peut percevoir entre les villes et les périphéries. Par périphérie, j'entends pas uniquement les zones périurbaines, hein, il y a aussi la ruralité. Mais on a une fracture vraiment entre les grandes métropoles et les territoires périphériques. C'est le fruit d'une recomposition économique mondiale qui s'est opérée ces dernières années, ces dernières décennies, avec une concentration des ressources, des capitaux et des diplômés dans les métropoles, et une fragilisation des périphéries. Alors, une petite parenthèse intéressante, c'est que en 2020, pendant le premier confinement, il y avait une obsession des intellectuels et des journalistes qui parlaient du monde, de la vie d'après, du monde d'après, en disant que voilà, en voyant ressortir ce monde en crise, confiné, etc., chacun chez soi, les gens auraient envie de changer le paradigme. Or, on voit aujourd'hui, cette idée a complètement été oubliée, et au fait, on serait plutôt dans la préservation du système tel qu'il est, tel qu'il fonctionne. Cependant, la crise révèle des choses, et on peut entendre ci ou là une aspiration, en tout cas des gens, à vouloir retrouver une vie simple, une vie peut-être en dehors des schémas, qui est celui des carrières dans des grandes entreprises, dans des grandes villes, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est un peu peut-être équilibré, je ne sais pas. En tout cas, on a un paysage géographique et culturel qui est celui hérité de la société de consommation de Trente Glorieuses et de la globalisation qui a suivi. Mais cette mondialisation, on y reviendra, cette mondialisation heureuse a eu un effet important, c'est une perte des racines. En tout cas, on a vécu avec cette globalisation et cette mondialisation heureuse, puis les révolutions technologiques depuis les années 80, des mutations qui sont aussi importantes que la révolution industrielle. La révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, on passe du monde rural, celui de Madame Bovary, hein, pour prendre un exemple dans la littérature, à celui de Germinal, de Zola. Et là, on a vécu les mêmes choses à la fin du XXe siècle. Et actuellement, dans les années 2020, on vit un désenchantement de cette mondialisation heureuse. Une crise de confiance, une sorte de désespérance, une perte de commun ou de matrice commune, et perte des racines. Alors c'est bizarre parce que quand on parle de mondialisation heureuse, les classes moyennes ont amélioré leur niveau de vie, et un exemple, c'est la démocratisation des voyages et des biens. Je ne fais pas de jugement de valeur sur les exemples que je donne, je les donne comme ça, et puis après les choses vont un peu s'imbriquer. Tout le monde a découvert les voyages avec les compagnies low cost ces 20 dernières années. Tout le monde pouvait aller en week-end à Marrakech ou à Barcelone. Il y a quelque chose d'assez euphorisant. Aujourd'hui, le Covid montre que l'ouverture totale des frontières pose aussi des questions d'une autre manière. Donc voilà. En tout cas, il y a un rapport à ajuster dans ce monde global, ce village global. On voit bien qu'on a besoin de choses qui sont structurantes et qui protègent.
La même chose pour les voyages, les vacances, et puis une sorte de démocratisation aussi liée aux grandes entreprises de technologie. Alors, voilà, Airbnb, c'est typique, c'est aussi une illustration. Un autre exemple pour vous dire à quel point on a quand même changé, enfin moi je le vois quand mes enfants côtoient mes grands-mères, et que j'ai vraiment le sentiment qu'on vit ces deux mondes qui se côtoient. En discutant avec une personne un jour, il y a 1 ou 2 ans, cette personne me disait qu'il allait petit, c'est une personne de 70 ans, voilà. Il allait petit en vacances à Saint-Jean-de-Mont avec sa famille. Mais dans l'arrière-pays, Perrier, entre Châlons et Saint-Jean-de-Mont. Et cette personne, qui a aujourd'hui 70 ans, un peu plus, a rencontré des fermiers dans l'arrière-pays de Saint-Jean-de-Mont qui n'avaient jamais vu la mer. Enfin, c'est une idée qui est quand même... aujourd'hui, ça paraît complètement improbable. Et pourtant, c'était il y a 2 générations. Donc, ça donne une idée de la façon dont les choses ont changé complètement. En tout cas, en France, on a la redéfinition d'un nouveau cadastre économique, politique, culturel. Et j'attire votre attention aussi sur deux France entre guillemets, et qui, nous, Vendéens, doit nous interpeller. Une France protégée, c'est tout l'arc de l'Ouest Atlantique, la façade occidentale du pays, et la France un peu plus exposée, qui est le Nord-Est, qui a vécu la désindustrialisation et puis qui est, beaucoup plus touchée par les phénomènes migratoires. Voilà pour cet aspect démographique. L'éducation, la transmission. Alors, je ne suis pas du tout... vous allez trouver vraiment que je suis un oiseau de mauvais augure, mais je n'adhère pas aux théories déclinistes. Voilà. Je vous avais dit que le portrait serait un peu sombre. On est obligé de constater qu'il y a un déclin aussi du niveau éducatif. Une chose intéressante, par exemple, c'est l'affaiblissement du système méritocratique. On a toujours loué, depuis les hussards-noirs de la République, et Charles Péguy en était l'exemple absolu. Il était d'origine modeste. Il a fait l'école, il l'a structurée jusqu'à l'école normale supérieure et tous les engagements qu'il a suivis. Aujourd'hui, on voit bien que ce système méritocratique, évidemment, il y a des choses qui fonctionnent, mais il est un peu enrayé. Le meilleur exemple aujourd'hui, dans les écoles dites élitistes, c'est un échec de la discrimination positive. Est-ce que l'ascenseur social fonctionne? Il y a 20 ans, certainement. Mais à partir du moment où on s'est arrêté de demander les efforts et la détermination, de l'exigence aussi vis-à-vis des enfants, et ben voilà, aujourd'hui on en paye un peu les pots cassés. On a voulu être trop gentil, entre guillemets. Et qu'est-ce que ça fait? Ça favorise plutôt les gens riches, ceux qui maîtrisent les codes culturels. Ceux qui n'ont pas de bagage culturel ou intellectuel pour avancer, ils sont bloqués. L'exemple typique, c'est la vision de l'école privée autrefois. On allait dans le privé un peu comme dans vous savez, dans le film Les Soudoués. C'est des losers qui intégraient des boîtes à bac. Aujourd'hui, on a changé d'époque, on n'est plus du tout dans les Soudoués. Plus personne ne veut mettre ses enfants dans l'école publique. Alors plus personne, je suis volontairement un peu caricatural, mais en tout cas, l'école publique, il y a cette vit aussi une crise du point de vue de l'excellence de l'école républicaine. Voilà. Et évidemment, ça ne tient pas partout, etc. Et il n'est pas question de caricaturer à outrance, mais c'est pour vous dire la philosophie aussi qui peut être menée à l'école. Voilà. Est-ce que c'est l'effort, le courage, ou alors est-ce qu'on est tous des victimes? C'est un peu là où je voulais en venir. Aujourd'hui, on a plutôt pris on a fait ce choix-là. Donc,
quand on a des handicaps, il y a deux attitudes possibles. Ça, c'est l'avocat Richard Malka qui dit ça. Soit vous vous battez, soit vous êtes une victime. Et la victime, il y a un risque, il y a un problème, c'est que vous tombez vite dans une prison. Celle de l'amertume, de l'aigreur, de la tristesse. Et donc, ensuite, qu'est-ce que ça produit, tout ça? De l'agressivité, de la violence. Donc, cette victimisation, c'est une idéologie qui n'est pas forcément très saine. Aujourd'hui, il ne faut pas quitter une chose en tête, c'est d'avoir un regard bienveillant, fraternel sur le monde, et du courage et de la volonté. Un autre problème éducatif, à mon sens, qui aura certainement des conséquences assez graves, et vous allez voir là où je veux en venir, c'est la perte de l'enseignement local, de la transmission. Je vous parlais tout à l'heure de mes enfants avec mes grands-mères, donc avec leurs arrière-grands-mères. C'est pas évident dans toutes les familles qu'il y ait une transmission sur l'histoire de la famille, de nos origines, du lieu d'où on vient, l'histoire du pays, quoi. En Vendée, ça nous parle particulièrement. Alors autrefois, autant que l'école républicaine, pour des raisons idéologiques ou en tout cas d'unité nationale, ne souhaitait pas, par exemple, parler des guerres de Vendée, etc. On peut imaginer, on peut se mettre, comprendre ça. Mais aujourd'hui, on voit bien que les gens ont perdu le fil. C'est-à-dire que des tas de générations de jeunes ont perdu le lien avec leur ancrage local, que ce soit par la famille ou par l'école. Aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de danger idéologique à apprendre l'histoire d'un pays ou d'un département comme celui de la Vendée. Mais en tout cas, il y a une espèce d'indifférence, une ignorance vis-à-vis de l'histoire de nos ancêtres. Et ça, voilà, les fruits que ça produit, c'est la perte de la fierté finalement du lieu d'où on vient. Et puis, pour construire une nation, il me semble important d'avoir une forme de piété filiale, le respect de nos aînés, et aussi du lieu d'où on vient. Ça nous construit psychologiquement, et voilà. On a besoin de ces ancêtres glorieux. Et c'est là où j'aime bien aussi toujours Charles Péguy, qui était d'origine extrêmement modeste, qui disait « Anonyme est mon patronyme ». Mais il puisait une filiation dans le légendaire français. Voilà. Alors, une autre évolution, c'est le troisième point que je voulais aborder, c'est l'évolution technologique. Là, on a fait des choses extraordinaires. Voilà. On a un accès à la formation, à la connaissance beaucoup plus important, beaucoup plus démocratique d'un certain point de vue. Le progrès technologique, c'est considérable. Voilà, c'est devenu des gestes mécaniques du quotidien, mais le lave-vaisselle, le lave-linge, voilà, ce sont des choses extraordinaires qui nous font gagner un temps fou. On sous-traite un certain nombre de tâches aux machines et c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Notre téléphone, c'est la même chose. Aujourd'hui, en préparant la conférence, je me suis dit je vais essayer de lister ce que je peux sous-traiter à mon téléphone et qui me facilite la vie. C'est extraordinaire parce que tout ce qui est paiement, gestion bancaire, micro-paiement, la correspondance avec ma famille, ma sœur qui est à Taïwan, etc., les appels, les messages, la visio, l'information, la cartographie. Moi, je suis admiratif de ce qu'on a pu faire avec Waze ou Google Maps. Voilà, organiser tous nos transports, prendre nos billets de train, nos billets d'avion en un clic, faire mes courses. Je n'ai pas fait un caddie depuis des mois et des mois, mais voilà, je gagne un temps fou. Même pour prier. Et on gagne du temps et j'ai remarqué beaucoup de prêtres maintenant aujourd'hui ont leur missel sur leur smartphone et pour prier à toutes les heures de la journée, pour chanter aussi, et même la quête. Alors je suis un peu toujours gêné parce que moi je paye maintenant, je fais la quête, je donne la quête avec mon téléphone, mais je ne sais pas trop comment me positionner quand on entend le panier. Et puis tout ce qui est divertissement, on reviendra là-dessus, ça va être l'objet vraiment de la troisième conférence. Tout ce progrès technique et la part sombre de ces progrès technologiques.
Du point de vue de la santé, on ne peut que aussi constater que l'allongement de la durée de vie, une meilleure santé quand même, très largement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en 2021, en Sibérie, je ne sais plus comment s'appelle cette ville qui est la plus à l'est de la Sibérie, il y a une ville très polluée où il y a des mineurs où l'espérance de vie est encore de 52 ans. Là, nous qui nous plaignons beaucoup, il y a des raisons aussi de se réjouir de ce qu'on a pu faire du point de vue de la santé. Alors, du point de vue technologique, il y a des gens très astucieux, très malins qui ont inventé des tas d'applications sur nos téléphones. C'est un petit monde qui est né, le monde des startups qui est né dans la Silicon Valley, il y a quelques décennies, et puis qui a apporté un courant mondial à l'entreprise en disant, et c'est un peu l'esprit startup qu'on peut retrouver aujourd'hui, en disant nous on va changer le monde, on va le rendre meilleur. Et ils ont ouvert un phénomène qui est de donner à l'entreprise une mission. Et une mission autre que de faire du bénéfice ou d'être rentable, ou de concevoir un produit, une table, une montre, bien le faire, qui est de dire nous on amène des choses dans la société, on amène un progrès dans la société. Et c'est des modèles qui ont cassé les codes de l'économie, on va dire, dite très classique, en tout cas des modèles économiques des entreprises classiques, et qui se donnaient un aspect missionnaire, parfois une cause humanitariste. Contrairement à ce qu'on pense, l'esprit d'une start-up, c'est pas uniquement d'avoir une croissance rapide et de lever des fonds, ou son degré de haute technologie, c'est d'abord de changer ou d'inverser, d'inventer un nouveau modèle économique. Et on va voir que là, il y a eu vraiment une révolution depuis 30 ans, depuis 20 ans surtout. Et donc ces entreprises sont devenues aujourd'hui des monstres. C'est ce qu'on appelle les GAFAM. On sera obligé de beaucoup en parler pendant ce cycle de conférences. À la fois des choses intéressantes et puis à la fois des choses qui demandent une alerte pour nous chrétiens. En tout cas, ce qu'on perçoit, c'est que ces entreprises, elles se disent dotées d'un magistère moral, d'une certaine manière. Amazon, en 2020, a fait plus 38% de chiffre d'affaires, s'élevant du coup à 386 milliards de dollars. Apple, 294 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus 10% de croissance. Microsoft, 153 milliards de dollars, plus 18% de chiffre d'affaires par rapport à 2019 toujours. Facebook, 77 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de dollars, pardon, plus 22% de croissance par rapport à 2019. Google, 182 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, plus 13% par rapport à 2019. Donc ce sont des entreprises considérables et qui s'affrontent elles-mêmes entre elles. Un exemple intéressant, ce sont les choix stratégiques entre Apple et Facebook. Apple a compris depuis un certain nombre de mois que la question de la confidentialité des données est un enjeu crucial. Et donc, maintenant, les logiciels d'exploitation des iPhones permettront aux utilisateurs de préserver leurs données. Alors évidemment, ça engrange un bras de fer avec des sociétés comme Facebook. Je vais dire un petit mot rapide, mais ce n'est pas l'objet de la conférence du jour sur Facebook, qui est aussi détenteur de WhatsApp et d'Instagram. Beaucoup parmi nous se sont indignés du changement de politique justement de confidentialité de WhatsApp et découvraient d'une certaine manière qu'on allait utiliser leurs données. Alors, moi je me suis dit, soit il y avait une sorte de naïveté, ou soit les gens découvraient plusieurs choses. Les réseaux sociaux, dans leur usage, la plupart sont gratuits. Et si c'est gratuit, pour nous, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes le produit. Donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir, c'est que finalement, ces entreprises monétisent vos données auprès d'annonceurs. Leurs vrais clients, ce sont des gens qui font de la publicité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Et puis,
La deuxième chose, quand les gens se sont un peu indignés sur ces questions des données, c'est aussi, je me suis dit, est-ce que les gens mettent des choses aussi sensibles, aussi personnelles, aussi intimes, pour qu'il y ait un danger? Alors évidemment, il faut être ferme sur la défense de l'utilisation de nos données. Je pense que c'est un enjeu qui est important. Et en même temps, il faut être extrêmement lucide sur ce que font ces entreprises sur les réseaux sociaux qui utilisent nos données. Et donc réagir et agir en conséquence. On viendra vraiment sur tout ce sujet, sur la question du narcissisme, de la liberté. En tout cas, ce qui a beaucoup changé avec l'émergence de ces grandes entreprises et des GAFAM, c'est un phénomène qui est plus qu'émergent, c'est que certaines entreprises redéfinissent le bien et le mal. Donc des acteurs moraux. Voilà. Je vous donne plusieurs exemples. En novembre dernier, Decathlon retirait ses publicités de la chaîne de télévision CNews, parce que CNews a des orientations délétères. Un autre exemple, en septembre dernier, l'école de commerce Audencia annulait une conférence d'un professeur de l'ICES, Thierry Lenz, sur Napoléon. Vous pourrez être surpris, la direction jugeant qu'il n'était pas opportun de promouvoir l'héritage napoléonien en cette période. Donc voilà. Malgré l'interdiction de la loi française, L'Oréal, vraiment un fleuron français, soutenait de son côté, il y a quelques mois, dans un message interne auprès de tous ses employés, le parcours de gestation pour autrui d'un de ses dirigeants. Ils ont fait un outil de communication en disant acteur moral. Voilà, ce qu'on constate, c'est que les rôles qui étaient autrefois très bien répartis entre l'État, qui détenait l'intérêt général, la société civile qui se préoccupait de ses besoins, et les entreprises de leurs profits, tout ça a été balayé et voilà. Tout est un peu mélangé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État, la société civile, les entreprises dessinent en commun l'avenir. Alors, c'est intéressant parce que vous le verrez quand on reviendra sur ce sujet-là, mais dans une époque où il y a une forme de prospérité, aujourd'hui, ce que recherchent le plus les gens, c'est, vous savez, on dit qu'il y a c'est la théorie de la pyramide de Maslow, sur les 5 besoins fondamentaux de la personne. Aujourd'hui, tout ce qui est matériel est plutôt assouvi. Et aujourd'hui, ce que recherchent le plus ces personnes, c'est l'estime de soi et la quête de sens. Et c'est là où il faut relier ça avec ces entreprises qui se disent des acteurs moraux. La cohésion sociale, la mixité, la promotion des minorités, la défense de l'environnement, la fiscalité, tous ces sujets-là sont pris à bras-le-corps par les grandes entreprises aujourd'hui, les GAFAM, mais aussi beaucoup d'autres. On peut aussi parler et on y reviendra, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais de parler de cette crise traverse aussi le monde de l'information et de la presse et des médias. Il y a beaucoup d'exemples, mais on voit bien que les réseaux sociaux ont changé toute la structure de l'opinion. La façon dont on peut condamner les personnes sur les réseaux sociaux à partir du moment où la cause semble légitime. On revient un peu à une forme de loi des suspects. Il y a une forme de tyrannie là-dedans. Donc, tout ça, j'y reviendrai dans la conférence suivante. J'avance parce que je vois que le temps passe assez vite. La question de la société française et de la sociologie, la composition de notre société. La société aujourd'hui, la France est de plus en plus plurielle. On
peut voilà, évidemment s'en réjouir. Voilà. Cela dit, plus intéressant et un vrai sujet de réflexion pour nous, c'est un freinage du processus d'intégration de populations d'origine étrangère, notamment issues de la nouvelle immigration. Alors, je prends l'exemple des populations d'origine maghrébine, notamment les personnes qui sont musulmanes. Beaucoup se sont engagés ces dernières décennies, ces dernières générations, dans un processus d'intégration, d'ascension sociale. Ça prend du temps, mais on dit que ça prend 3 générations. Mais si on regarde la diversité ethnique aujourd'hui dans les forces armées, dans les syndicats, dans les hôpitaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont extrêmement bien intégrés. On constate un autre aspect dans la société française, c'est une individualisation et un individualisme massif à l'œuvre, qui se fait évidemment au détriment des cellules qui font la société, la famille, dont les rôles respectifs du père et de la mère sont de plus en plus flous, interchangeables, non essentiels, avec une confusion permanente de la filiation. On viendra aussi là-dessus. Sur la pratique religieuse, donc la religion en France, pratiques et croyances religieuses ont quasiment disparu en France, notamment avec le déclin du phénomène religieux catholique. Aujourd'hui, 7% des personnes interrogées seulement se rendent à la messe au moins une fois par mois. C'était 9% en 2008. Au total, on compte en 2018 32% de catholiques en France, dont 19% ne sont pas pratiquants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'église, même pour les grandes fêtes, tout en se considérant comme catholiques. Pourtant, en 1981, on comptait encore 70% de catholiques en France, dont 17% de pratiquants réguliers et 41% de non-pratiquants. Donc, pourquoi lister tout ça, hein? C'est vraiment pour annoncer la suite de la conférence, mais un pays il a besoin d'une matrice, à la fois une matrice religieuse et une matrice politique. Là, sans le catholicisme, sans la matrice religieuse catholique en France, eh ben, il y a un immense vide qui s'est créé et le vide ne reste pas vide. La nature ayant horreur du vide, il y a d'autres matrices qui reviennent. En tout cas, on voit bien qu'on a une difficulté à créer une unité nationale, à mobiliser la France, les Français derrière des causes communes. On a une perte du transcendant. Un point intéressant, l'islam, qui, dans certaines zones, est extrêmement dynamique. Et puis, plus inquiétant, dans certains quartiers en France, 25% des musulmans, alors ça c'est des musulmans français aujourd'hui, considèrent que la charia se situe au-dessus des lois de la République. Et cette statistique monte même à 40% chez les jeunes musulmans. Donc il ne faut naturellement pas faire d'amalgame, mais les problèmes sont réels et s'aveugler sur leur existence ne nous permettra pas de les résoudre. La question de la laïcité, on y reviendra aussi, elle est interprétée de façon très différente. Certains, dans la pure tradition républicaine, pensent que une forme de religion républicaine pourrait façonner et créer une matrice commune. On voit bien la difficulté que ça peut avoir. En tout cas, voilà. Ça ne peut pas remplir le vide de la laissé par le religieux. On y reviendra dans la conférence suivante. L'alimentation, l'agriculture, la cause animale, c'est aussi en pleine mutation. Alors, on peut se réjouir de, je pense, une prise de conscience générale de plus en plus en France sur l'écologique, sur le fait de ne pas gaspiller, d'être plus attentif vraiment à notre environnement, à la terre, à la création. Le parcours Exodus nous a donné un bon exemple parce que la douche froide a tellement refoulé les personnes que c'est la première fois que j'entendais des discours chez certains en disant tu te rends compte qu'on consomme d'eau potable. En fait, on prend une douche tous les jours, mais on a vraiment besoin. Bon, c'était la peur de la douche glacée. En tout cas, ce qu'on voit comme une grande mutation par rapport à notre rapport à la nature, c'est
c'est que depuis de nombreux siècles, jusqu'au XXe siècle, on a considéré que la culture primait sur la nature. L'idée acceptait que l'homme dompte la nature. Aujourd'hui, ce paradigme est remis en cause, et on reviendra sur ce sujet-là. En tout cas, parmi toutes les choses positives qu'on peut lister, il y a celui d'un retour à une agriculture raisonnée, le retour de l'agroécologie, de la permaculture, la prise de conscience des limites, mais aussi un mouvement de fond sur la décroissance. On reviendra aussi sur ce sujet-là. Les gens consomment plus local, ils recyclent leurs vieux pulls, ils achètent beaucoup plus d'occasions aujourd'hui, on peut s'en réjouir. Et puis il y a la cause animale, un sujet très important puisque vous remarquerez, autant sur la religion, sur la politique, les gens n'osent pas toujours donner leur avis, la cause animale, tout le monde a un avis sur ce sujet. Je pense que ce sujet-là est important, extrêmement important, il est même légitime. Voilà, on a le devoir de respecter la création, les créatures, de mieux accepter nos amis les animaux, voilà, s'intéresser aux problématiques liées à la souffrance animale, mais on a un phénomène très inquiétant qui est celui de l'anthropomorphisme, donc de prêter des sentiments humains à l'animal, et là il y a vraiment un vrai sujet. On voit bien qu'aujourd'hui on conteste l'idée d'animal de travail, etc. On aimerait légiférer pour faire de l'animal uniquement un animal de compagnie, etc., etc. Donc sujet extrêmement important, on y reviendra dimanche prochain. Et puis je vais finir sur notre lien avec le gouvernement de la cité, notre rapport avec aussi l'État, notre rapport à l'État. Je vous donne un exemple, il y a 100 ans, c'est Gustave Thibon, le philosophe paysan, qui parle de ce sujet-là, qui dit que dans son village de la Drôme provençale, en 1914, pendant la guerre de 14-18, quand les hommes étaient partis sur le front, tous les habitants du village, de son village, refusaient unanimement les subsides de l'État, l'aide de l'État. C'était un déshonneur. Voilà. Et le village s'organisait autour du travail, une solidarité du village. On voit bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup changé, notre rapport à l'État a beaucoup changé. Paradoxalement, on n'accepte pas les défaillances de l'État. Il y a des milliers d'exemples. Voilà, les scandales de masques pendant le premier confinement, mais il y a des milliers d'exemples. Nous sommes intransigeants pour revendiquer nos droits, mais on ne respecte plus l'État. On respecte encore les soignants, les pompiers, les policiers, les élus locaux, la fonction publique territoriale, parce que ça répond à une règle de proximité. Et puis c'est des métiers qui incarnent de façon visible le sens du service public. Mais de l'autre côté, il y a un immense sentiment de défiance vis-à-vis à la fois du politique et des élus, et puis une relation à la fois de plus en plus juridique, contractuelle, avec la machine administrative. Donc quelques exemples que la crise a fait ressortir. Un État qui pallie à tout, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. L'État sort le carnet de chèques pour tout. Voilà. Et puis du côté du contribuable, l'exaspération du millefeuille administratif, l'étouffement du pays qui croule sous les normes, une administration partout. Et un exemple qui donnera aussi, qui est important à traiter pour avancer dans notre cheminement de conférence de Carême, qui parle à la fois de l'administration et de notre lien à des choses essentielles, notamment la mort. C'est la fin de vie dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Le premier confinement, souvenez-vous-en, a fait ressortir quelque chose qui était essentiel, un retour il y a un sursaut de civilisation, c'est pouvoir assister aux derniers instants de nos proches qui étaient hospitalisés, qui mouraient du Covid dans les hôpitaux. Donc le gouvernement a changé son d'avis et a autorisé à ce qu'on puisse... Voilà. Et ben, je vous donne un exemple. Le gouvernement a tranché en mai ou en juin dernier, je ne sais plus, la règle, la loi a été officiellement applicable le 20 janvier 2021. Ça a mis 6 mois. Donc voilà.
Donc on voit qu'il y a un écart entre la décision politique et puis son application. Donc des réflexions sur le sens du service public, les serviteurs de l'État, la dignité de ce service, la considération que nous, à la fois, on offre pour les gens qui travaillent au service de la cité. On est tous appelés à réfléchir à ça. Et puis, on sent bien que de l'autre côté, il y a peut-être une crise de la fonction publique, une crise de sens, une crise de la responsabilité. En fait, on a déresponsabilisé les agents de la fonction publique, peut-être. Voilà. Une déresponsabilisation aussi juridique. Voilà. Donc comment on se situe aussi nous-mêmes par rapport aux aides que nous apportait l'État. Je donne un autre exemple vendéen, celui-ci c'est l'écrivain Michel Ragon qui disait que dans un livre qui s'appelle L'accent de ma mère et qui raconte toute son enfance à Fontenay-le-Comte. Michel Ragon il est né dans les années en 26, je crois 1926. Et il expliquait que c'est pareil en Vendée, il y a encore deux générations, c'était inacceptable de mourir à l'hospice. C'était un déshonneur. Il fallait mourir chez soi, entouré des siens, en recevant les sacrements, en étant veillé. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes ces questions-là reviennent. Voilà. Et c'est des questions où, pour moi, les catholiques ont des choses à dire au monde d'aujourd'hui. Donc, on est un peu infantilisé par l'État. On attend tout de lui, on attend tout, voilà, on perd notre responsabilité nous aussi, notre responsabilité individuelle, et c'est la question aussi de savoir si finalement c'est la Boétie dans un discours sur la servitude volontaire qui disait que choisir la liberté, en fait, la plupart des Français préfèrent la sécurité. Voilà pour cet état des lieux de début de conférence de Carême. Je fais une mini-conclusion qui ouvrira évidemment sur la suite. On est très fort, on est très prompt à sortir l'étendard de la liberté sans arrêt, à dénoncer tous les problèmes, à les pointer du doigt. Mais on ne se pose peut-être pas assez souvent la question de la façon dont nous, on exerce notre liberté. Déjà, nous, chrétiens, on a une bonne nouvelle à annoncer au monde. Dieu sauve. Et on a une seconde bonne nouvelle, c'est que les chrétiens ont des tas de réponses à apporter aux défis de notre époque en puisant dans la sagesse et dans l'enseignement, et dans la connaissance des hommes de l'Église, qui s'appuie sur 2000 ans de tradition. Donc nous le verrons dimanche prochain. Nous, chrétiens, on a vraiment une acuité et des réponses à apporter à ces problèmes. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est que l'annonce doit précéder la dénonciation. Nous devons revendiquer le droit fondamental de pouvoir connaître Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui à notre monde. On voit bien que y a un problème, les gens ne connaissent plus Dieu. Mépriser ce droit est une des atteintes les plus graves aux droits de l'homme. Donc on doit défendre, voilà. Mais avant d'être un droit garanti par la liberté religieuse, l'évangélisation est un devoir pour nous. Donc, nous suivrons dans la suite de ce cycle l'exemple de Saint Jean-Paul II, apôtre à l'heure de la globalisation, dans des combats contre le totalitarisme, la vocation à la sainteté des laïcs, la revendication de l'identité catholique, condamner un humanisme sans Dieu, le désordre moral, la culture de la mort. On est toujours là-dedans. Seuls, nous ne pouvons pas grand-chose avec nos faibles moyens humains, mais heureusement, la mission ne s'appuie pas sur les capacités humaines, mais sur la puissance du ressuscité. Et pour finir, je vous donne un petit exemple. C'est Charles Péguy. Il a vécu quelque chose qui a énormément opposé les catholiques au début du XXe siècle, c'est l'affaire Dreyfus, l'affrontement entre les Dreyfusards, anti-Dreyfusards, entre des révolutionnaires et les monarchistes, entre républicains et royalistes. Mais en fait, lui, il considérait que ce n'était pas le vrai clivage entre les Français. Finalement, il considérait que le clivage, il était entre les anciennes mystiques et les modernes. Et je suis assez convaincu que le problème se pose à nouveau aujourd'hui. Notre problème, ce n'est pas la façon dont on pense politiquement les autres, je suis de droite, je ne suis pas opposé à celui de gauche, etc. Ou alors, notre vrai problème, c'est le moderne que qualifiait Charles Péguy, c'est ceux qui ne croient plus à rien, et pas même à l'athéisme. C'est ceux qui ne se dévouent pas et qui ne se sacrifient à rien.
Et c'est ce que nous tâcherons d'étudier dans la suite de cette conférence. J'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie de votre attention. Merci.